Bonsoir à tous. Merci de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne. Mamadou Koulibaly a démissionné de ses fonctions de maire d'Azaguié suite à un courrier du Premier ministre lui annonçant une réduction de 50% de sa rente viagère perçue en sa qualité d'ancien président d'institution puisqu'il exerce toujours comme maire et que l'État lui verse des indemnités liées à cette fonction. Les autorités ivoiriennes disent appliquer la loi. Le trop perçu par Mamadou Koulibaly s'élève à plus de 97 millions de francs CFA. Alors, question, que disent réellement la loi et le décret concernés par cette situation? Quels sont les enjeux politiques, juridiques ou encore financiers de cette situation? Mamadou Koulibaly a-t-il fait le bon choix en décidant de démissionner? Autant de questions que nous aborderons ce soir. Autre question à l'ordre du jour, cette question est la suivante. Jean-Luc Bion est-il en train d'indiquer la porte de sortie à Bédié, Ouattara et Gbagbo? En effet, Jean-Luc Bion, secrétaire exécutif chargé de la communication de PDCI, a dit cette semaine au cours d'une rencontre avec les jeunes qu'à 75 ans, on ne cherche plus à faire de la politique et qu'en 2025, les jeunes seront au pouvoir. Et puis le dernier sujet de ce soir, c'est la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, notamment la question d'Ebola, mais également de Covid-19 ou encore de grippe aviaire. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le pire? Pour parler de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau d'ANCI 360 Arthur Bonga, historien. Bonsoir Arthur. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et nous avons également le plaisir de recevoir Dr Boga Sako-Gervais. Bonsoir docteur. Bonsoir chère madame. Et merci d'être sur le plateau de 360. C'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'accord. Juste en face de vous, nous avons Victor Junior Djokoyi, qui est journaliste, directeur de publication de PRM Magazine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Evelyne. Plaisir d'être ici. D'accord, merci. Alaké Wakili, journaliste, DG de l'Intelligence d'Abidjan, qui est un habitué de ce plateau. Bonsoir Alaké. Bonsoir. Et merci d'être là. Et puis nous avons également Maître Youssouf Meïté, enseignant-chercheur à l'Université de Korogo. Bonsoir Maître. Bonsoir madame. Et merci d'être là. Je suis très heureux d'être là. D'accord. La dernière personne à présenter, c'est Guillaume Bateau, journaliste également, secrétaire général du SYNAPSI. Donc nous vous avons invité pour ces trois sujets qui ont été cités. Permettez-moi de commencer à poser une question à Dr Boga Sako. Nous allons saisir donc l'opportunité de votre présence sur ce plateau pour savoir, c'est vrai que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi avoir quitté l'EDS et Laurent Gbagbo après tant d'années de lutte? Oui, d'abord je voudrais vous remercier et puis saluer toute la Côte d'Ivoire qui nous voit, qui nous regarde ce soir. C'est vrai que je me suis battu corps et âme parce que je suis militant des droits de l'homme. J'ai toujours précisé à qui veut l'entendre. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un acteur de la société civile. Et en 2010-2011, tout le monde le sait, ce qui s'est passé dans notre pays. J'ai pris position pour le respect des textes de mon pays. Bon, il y avait d'autres personnes qui avaient une autre vision. Mais en tout cas, j'ai tenu à cela. Et puis le président Laurent Gbagbo, de mon point de vue, a été victime d'une injustice. Donc je me suis engagé. Ça m'a valu des menaces de mort. Je suis parti de la Côte d'Ivoire. J'ai sillonné toute l'Europe et les États-Unis pour défendre cette cause-là. Dieu merci. Parce que bon, il y a le droit, certes, mais il y a vraiment du divin dans tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. EDS fait partie d'une création que nous avons inventée. Je fais partie des initiateurs même, avec Grad Afrique, un groupe que nous avons mis en place. On a créé EDS. La mission principale, c'était de se battre pour que la justice soit juste et équitable. 10 ans après, le président Laurent Gbagbo est acquitté. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Je considère que la mission de EDS est achevée. Maintenant qu'il veut lancer un grand parti politique, l'acteur de la société civile regagne sa mission de défenseur de tous les Ivoiriens, de tous les droits de l'homme. Alors je vois des gens jaser. Pourtant, c'est si simple. On n'a pas besoin d'être universitaire pour comprendre ça. D'accord. Merci donc pour ces explications et certainement que cela fera peut-être l'objet d'un débat sur ce plateau. Nous allons donc aborder le sujet de ce soir, mais avant, je vous propose cet élément de la rédaction de NCI qui revient justement sur cette démission de Mamadou Koulibaly. C'est un reportage de Pierre Dipomela. Mamadou Koulibaly quitte ses fonctions à la mairie d'Azaguié. Il l'a signifié à son conseil municipal. Le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, veut donner une suite judiciaire à un courrier de la primature l'informant d'une ponction de 4 millions sur sa rente viagère d'ancien président de l'Assemblée nationale. Une mesure en rapport avec la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut des anciens présidents d'institutions. Cette disposition stipule que les avantages d'un ancien président d'institution
sont réduits de 50% si cette personnalité perçoit un autre revenu issu des ressources publiques. C'est donc pour se défendre en justice et protéger sa rente viagère d'ancien président d'institution que le désormais ex-maire d'Azaguié quitte ses fonctions. Une probable action en justice est attendue les prochains jours. Donc, en attendant ce procès, je vais citer l'article 3 du décret qui dit « Les avantages financiers prévus à l'article précédent sont diminués de 50% si la personnalité est réversée dans un emploi ou une fonction lui procurant des salaires, un traitement ou une indemnité provenant du budget de l'État ». La question ce soir, c'est Mamadou Coulibaly est-il concerné réellement par cette loi et ce décret? J'aimerais commencer par vous, Dr Boka-Sako. Oui, alors d'abord, moi, oui, c'est vrai qu'il est concerné. Tous ceux qui sont, j'allais dire, qui assument les fonctions qu'il a assumées au sommet de l'État et qui exercent une autre fonction, c'est tout à fait normal que la loi s'applique. Moi, je pense que la loi elle s'applique à tout le monde de façon équitable. Ce que je note surtout qui me fait plaisir dans la démarche du président Mamadou Coulibaly, c'est qu'il démissionne pour se défendre. Moi, je ne trouve même pas là un débat pour ma part. Parce qu'il se sent lésé, il décide d'attaquer, de contre-attaquer. C'est tout à fait légitime. Et maintenant, la loi aussi, elle doit s'appliquer. Si quelque part il est fautif, elle doit s'appliquer à lui. Et moi, je suis tout à fait, de mon point de vue, là, je ne sais pas s'il y a vraiment violation de ses droits en tant que tel. Alafé Wakili, d'après vous, Mamadou Coulibaly a-t-il été reversé? Parce que c'est le thème qui fait débat en ce moment. C'est-à-dire, si on s'en tient à la loi uniquement, où il est question de fonction et d'emploi, on peut penser qu'il est concerné l'article 16 ou 17 de la loi. Maintenant, le décret, ce qui n'est pas écrit dans la loi, c'est le décret d'application qui parle de reversement. Alors que la loi ne parle pas de reversement. La loi dit une fonction, même dans les collectivités locales. Ce qui prend en compte un maire quand on lit la loi. Le décret, qui se veut précis, crée un concept qui parle de reverser, qui lui, effectivement, pose problème. C'est-à-dire, si on s'en tient à la loi, uniquement à la loi, le professeur Mamadou Coulibaly est concerné. Mais si on s'en tient au décret, un problème se pose. Reverser, est-il reversé? Est-ce l'État qui lui a octroyé un emploi? C'est là que le débat se fait et je pense que lui, c'est sur ce décret qu'il veut travailler, qu'il veut dire qu'il n'est pas un employé de l'État, c'est un élu, c'est un maire, etc., etc. Et même si on nous dit que des députés sont concernés, la question est de savoir si ce sont des employés de l'État, s'ils sont reversés par l'État dans des fonctions. Je crois qu'il faut résoudre la question, faire le débat. Moi, j'estime que le professeur Mamadou Coulibaly n'avait pas besoin de démissionner pour cela. Vous pensez qu'il aurait pu rester à son poste? Mais bien sûr, je pense qu'il aurait pu rester à son poste, sauf s'il y a incompatibilité. D'après mes interrogations, il n'y a pas eu d'incompatibilité. Donc, je ne comprends pas pourquoi il a démissionné pour mener cette bataille. Et puis, je veux aussi, dans les échanges que nous aurons à faire, noter que la loi a un esprit et la loi a une lettre. On peut penser que l'article 3, d'abord le législateur et ensuite les gouvernants, à travers la loi et ensuite le décret, ont voulu éviter une situation où X est un ancien responsable, ministre, président d'institution, tout. Il a 10 millions, peut-être, et puis il a un autre emploi, une nouvelle situation où il a 15 millions. On peut penser cela. Donc il faut éviter qu'il cumule au détriment de l'État. Mais dans le cas du président Mamadou Coulibaly, en 10 millions et 350 000, est-ce qu'il y a un débat à faire? Comment ne s'est-il pas trouvé quelqu'un lui-même, peut-être, pour lire la loi au départ, ou une autorité gouvernementale dès le départ, depuis 3 ans, pour dire, écoute, il faut laisser les miettes de mer là, sinon ça risque de te créer des problèmes. Oui, parce que l'esprit de la loi, c'est d'éviter qu'il ait un salaire ou une indemnité équivalente, voilà, de sorte à léser l'État avec un trop perçu. Mais quand il perçoit des montants dérisoires, je veux bien qu'on applique la loi, mais il faut regarder cette chose-là depuis le départ. Atu Banga, votre avis? Je ne suis pas juriste, je ne vais pas faire de l'ultra-képédiaranisme pour parler droit. Je vais rester un peu dans la question un peu politique des enjeux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Dr Boka. Le principe de démissionner pour se défendre,
c'est un principe qui, moi, me parle. Voilà. Pourquoi? Surtout parce que je peux estimer que me défendre a besoin de toute mon énergie, ou tout simplement a besoin de clarté pour ne pas qu'il y ait confusion quand je vais me retrouver maire devant un juge. Ça, c'est bien. Deuxième chose, en fait, pour le personnage de Mamadou Coulibaly, ce qui peut gêner certains, c'est ce qui est dit depuis, peut-être que les hommes politiques préfèrent leurs intérêts à ceux du peuple. Parce qu'on se dit... Est-ce le cas, selon vous? Je vais répondre. On se dit, il a dû choisir entre laisser 313 000, je crois, et 10 millions. Mais même si c'est le cas, j'aurais fait la même chose. Hein. S'engager pour le peuple ne veut pas dire sacrifier sa vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, il démissionne de la mairie, mais reste conseiller municipal. Et donc, je pense qu'en tant que conseiller municipal, et de toute façon leader naturel de son conseil municipal, il peut toujours influencer le développement d'Azaguié, puisqu'il a été le maire, il peut toujours continuer dans cette vocation. Enfin, c'est très intéressant d'utiliser la voie de la justice. Il faut que de plus en plus, on ait ce réflexe-là, d'utiliser la voie de la justice. Ça va permettre un débat juridique, un procès, et ça va permettre aussi à nos juges de se sentir un peu plus sous pression et dans l'idée d'avoir une indépendance dans leur jugement, puisque leur jugement sur ces questions comme ça sera beaucoup épié. Voilà. Jokoyi, avant de vous donner la parole, j'aimerais préciser, parce que j'entends des chiffres de 10 millions, j'aimerais juste préciser que le courrier du Premier ministre parlant de la rente viagère parle de 6 750 748 francs. Voilà, 6 millions de francs CFA. Jokoyi, quel est votre avis sur cette question? Est-ce que Mamadou Coulibaly est réellement concerné par la loi et le décret cités justement dans cette situation? Oui, du point de vue juridique, oui, il est concerné par cette loi. Ce qui dérange, c'est la période et les circonstances dans lesquelles cette loi lui est appliquée. D'abord, il a été élu maire depuis 2011. 2018 du moins. De 2018 à maintenant, on ne le relance pas sur sa faute, on le laisse avancer. Quelqu'un dirait pour l'enfoncer davantage. Et puis après, on sort une loi. Qui existe, hein? La loi existe. La loi existe véritablement. Pourquoi pensez-vous qu'on veut l'enfoncer? Qui veut l'enfoncer? Pourquoi l'enfoncer? Non, les circonstances de cette loi-là donnent l'impression même que la décision est vraiment politique. Parce que Mamadou Coulibaly, ce n'est pas n'importe qui. Je veux dire, si nous sommes déjà sur ce plateau pour en parler, c'est parce qu'il compte. Vous comprenez? Au-dessus de la loi. Et c'est vrai qu'il n'est pas au-dessus de la loi, mais justement, c'est parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi qu'on ne doit pas lui appliquer ça n'importe comment, parce que c'est quand même Mamadou Coulibaly. Nous sommes aujourd'hui ici, il y a beaucoup de personnes qui voient la C'est un citoyen. Oui, je suis d'accord. Les autres. Je suis d'accord, mais c'est Mamadou Coulibaly. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est Mamadou Coulibaly. Maître, je vous donne la parole. C'est opportunité juridique ou politique selon vous? Non, moi je pense que le débat doit être d'abord juridique. Après, on peut analyser du point de vue politique. D'accord. Sur le plan juridique, Sur le plan juridique, il n'y a aucune ambiguïté. La loi est extrêmement claire. Donc quand j'entends certaines personnes dire oui, reversement, reclassement, ça n'a aucun sens. La loi dit expressément que lorsque on a été président d'une institution et que après l'exercice de cette fonction-là, on exerce nos fonctions, on est payé par le trésor public ou par les collectivités publiques, de fait, la moitié de la rente viagère est prélevée par l'État. Or, force est de constater que Mamadou Coulibaly a été président de l'Assemblée nationale. Après son mandat, il s'est fait élu comme maire Azaguié. Donc, la mairie d'Azaguié est une collectivité publique, territoriale, un démembrement de l'État. Donc, au regard de la loi, les dispositions de cette loi-là s'appliquent à lui. Et donc, c'est à bon droit que le Premier ministre, Achille Patrick, lui a adressé ce courrier-là. Donc, sur ce point, il n'y a aucun débat. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il est maire depuis c'est vrai, 2018. on peut s'interroger, on peut regretter. On a eu plusieurs premiers ministres avant Patrick Achille. C'est vrai. Pourquoi maintenant? On peut s'interroger, on peut regretter que ce soit maintenant. Il y a autant d'audits dans ce pays. Tout compte fait, la loi n'a pas été abrogée. C'est une loi qui est en vigueur. Et puis, je vous rappelle que cette loi-là date de 2005, au moment où le Mamadou Coulibaly était le président de l'Assemblée nationale. Le décret d'application a été pris par Gbagbo en 2016. Donc aujourd'hui, en 2006, pardonnez, excusez-moi, en août 2006.
Donc, Mamadou Coulibaly est censé savoir le contenu de cette loi. On peut regretter que la décision se prenne maintenant, mais tout compte fait, on ne peut pas reprocher à l'État d'appliquer la loi. Guillaume Bateau. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés en même temps, avec souvent des mauvaises réponses. D'accord, dites-nous. Premièrement, est-ce que Mamadou Coulibaly est concerné? Oui. Et mon prédécesseur a dit, il était président de l'Assemblée nationale quand cette loi a été adoptée. Donc, il n'est pas ignorant de la loi. D'ailleurs, j'entends beaucoup de débats sur les intérêts des maires. Je constate que le président Mamadou Coulibaly, quand il était président de l'Assemblée nationale, n'a rien fait pour améliorer la situation des maires. Ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. D'abord, il est concerné. Deuxièmement, est-ce que le Premier ministre Achille Patrick a raison de faire ce courrier? Oui, parce qu'il applique la loi. Est-ce que le Premier ministre a raison de demander le remplacement trop perçu? Non, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si les gouvernements antécédents n'ont pas recouvré leurs droits et que le Premier ministre Achille Patrick le constate aujourd'hui, je suis d'accord avec lui qu'il applique la loi aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord qu'il demande que le président Coulibaly rembourse le trop perçu parce que l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Deuxième question, ou troisième, est-ce que les maires ont des revenus insuffisants? Oui, mais ça, je pense que le président Mamadou Coulibaly... Est-ce qu'on peut parler de revenus en ce qui concerne oui, parce les maires? que, bon, il y a le débat, Les indemnités. Tout ça, c'est payé par le Trésor public. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, donc, est-ce que le président Mamadou Coulibaly a raison de défendre le fait que les maires ne sont pas bien payés? J'ai dit, il est mal placé. Parce qu'il a eu le temps, en tant que président de l'Assemblée nationale, de légiférer pour qu'on améliore la situation des maires. Il ne peut pas attendre que... Et le courrier, d'abord, il faut préciser, ce n'est pas à lui seul. Le courrier a été adressé à tous les présidents d'institutions qui occupent aujourd'hui des fonctions électives. Donc il n'est pas le seul. Est-ce qu'il a raison de démissionner? Non. Pourquoi, d'après vous? Il peut se défendre, il peut acter en justice sans démissionner parce que les populations d'Azaguié l'ont élu. Donc, alors, quand on me dit que oui, Arthur dit, oui, il a raison d'aller en justice, il n'a pas besoin, le tribunal administratif n'a pas besoin que Mamadou Coulibaly démissionne. Parce qu'il démissionne, il donne justement le sentiment qu'il préfère se rendre viagère à son mandat d'élu. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous le pensez? Est-ce que, oui, moi je le pense. Il fait le choix? Parce qu'à la place de Mamadou Coulibaly, je ne suis pas Mamadou Coulibaly, mais à sa place, j'aurais défendu mes droits sans démissionner parce que la population d'Azaguié et le président Mamadou Coulibaly, il sait très bien que cette loi existait, puisqu'elle a été adoptée sous sa mandature. Merci Guillaume Bateau. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, que Guillaume dit que le Premier ministre Patrick Achille n'a pas le droit de demander un reversement. Ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Parce que l'État de Côte d'Ivoire doit aussi à Mamadou Coulibaly. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas lié. S'il vous plaît, merci de le laisser argumenter. On va vous donner la parole. Merci, Guillaume. Le professeur Mamadou Coulibaly, en tant qu'ex-président de l'Assemblée nationale, avait droit à un certain nombre de services. On peut dire qu'il avait besoin d'un jardinier, il a besoin d'un chauffeur, il a droit à un chauffeur, d'un jardinier, d'un chef de mission, d'un cuisinier, etc., etc. L'État ne lui a jamais donné ça. La voiture qui devait lui revenir depuis 2011 lui a été donnée en 2015, sans chauffeur. Est-ce qu'il s'est plaint? Vous avez l'impression que la loi n'est pas appliquée entièrement? La loi n'est pas appliquée entièrement. Et c'est pour cette raison que je reviens là-dessus. C'est pour cette raison que j'ai dit on a voulu enfoncer. La décision est politique. Parce qu'on veut vraiment sacrifier Mamadou Coulibaly. On sait que les élections de 2025 pointent le nez. Pourquoi vouloir le sacrifier? Pourquoi vouloir le sacrifier? Mais parce que Mamadou Coulibaly, il compte. Il est important. Sur l'échiquier politique, tout le monde sait qu'il est important. À supposer que les décisions lui sont appliquées à moitié. Mais ce n'est pas lui qui doit se faire justice. Nous sommes quand même dans un état de droit, entre guillemets. Donc, il doit saisir les juridictions. Même pas entre guillemets, Voilà, mais ce n'est pas à lui de s'approprier des biens de façon illicite. Nous nous rappelons des 100 millions lors de la campagne électorale de 2015, alors qu'il savait qu'il n'allait pas être candidat. Il a empoché les 100 millions. Pas ça. Non, mais c'est une réalité. Tout le monde le sait. Mais comment vous savez Merci de le laisser terminer. Est-ce qu'il ne pourrait pas être candidat? Mais est-ce qu'il a été candidat? Est-ce qu'il a été candidat? À partir du moment où il n'a pas été candidat, il aurait été honnête de sa part de reverser les 100 millions. Mais il n'a pas fait. Il a gardé par devers lui.
Donc ça, c'est un acte irrégulier, illégal. C'est de l'argent qu'on lui avait donné pour faire une campagne. Et il a fait cette campagne autrement. Non. Merci. Oui. Guillaume Bateau. Oui, je pense qu'il faut qu'on s'entende. J'ai posé des questions, on a répondu. Et j'essaie de répondre. Est-ce que le président Mamadou Coulibaly est concerné par la loi? Oui. Il n'y a pas de débat sur la question. Parce que, même quand on parle de décret, le décret n'est pas au-dessus de la loi. Oui, mais c'est ça. Et même en ce moment, quand le décret était pris en 2006, il était pris à l'Assemblée nationale, il aurait pu dire le décret là n'est pas conforme à la lettre et à l'esprit de la loi que nous avons votée. Il n'a pas fait. Il n'a rien fait pour améliorer la situation des maires. C'est pas ça le débat. Aujourd'hui, Ça, on l'a compris. Vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a compris. avec le Premier ministre, c'est quand il nous demande de reverser le trop perçu. Le trop perçu n'est pas du fait du président Mamadou Coulibaly. C'est du fait de la défaillance. Non. Ah oui, il a perçu, mais c'est le fait de la défaillance. S'il vous plaît. Bon, allez-y, pardonnez, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Oui. Voilà, Allez-y, continuez. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, Je m'excuse. je dis, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Si les anciens premiers ministres, prédécesseurs de président et de premier ministre Apache Patrick n'ont pas cherché à être rigoureux sur les textes, ils ne doivent pas en vouloir aux gens. Je suppose que c'est parce que le président Mamadou Coulibaly est encore maire ou les élus sont encore là. Mais ceux qui ont perçu cet argent et qui ne sont plus là, qui sont décédés, ils vont les poursuivre dans leur tombe pour leur arracher l'argent. Docteur Boga, Sato, j'ai vu que vous voulez réagir. Les héritiers, les Merci Guillaume Bateau, vous n'avez plus la parole. Merci. Docteur Boga Sako a la parole. Je voulais faire une observation. En tant que militants des droits de l'homme, nous nous battons pour la bonne gouvernance. OK. Et ces genres d'actes, on aimerait souvent les voir dans notre pays. Donc vous encouragez. Moi, sur le principe, je suis d'accord avec le principe. Parce que si vous remarquez très bien, chère madame, la plupart de nos élus, nos hommes politiques, ils ne sont jamais contrôlés dans ce qu'ils perçoivent même. Et moi, je donnais souvent, au cours des conférences, des exemples. Le monsieur n'avait rien. 2 jours après avoir été nommé ministre, il se construit 4 immeubles, 5 immeubles. Tout cela, ça fait partie de la corruption, etc. Donc moi, je dis globalement, sur le principe de la bonne gouvernance, ça, c'est un bon acte. Maintenant, la question du reversement, le trop perçu, moi, je suis d'accord. Pour qu'on reverse le trop perçu. Surtout quand on prend l'historique. Il a été lui-même le président de l'Assemblée nationale. Il connaît la loi. Il était là quand le décret a été pris. Il sait. Et quand il percevait les miettes, comme M. Alafé les appelle, il les a acceptés. Il les a bien reçus. Donc c'est en connaissance de cause. À un moment donné, et puis quand je dis cela, cet argent n'appartient pas à X ou à Y, c'est notre argent à tous. Mais dites-nous, chers invités, est-ce que justement la démission de Mamadou Coulibaly règle la question du trop perçu? Parce que c'est un trop perçu. S'il démissionne, il n'est plus maire. Va-t-il recevoir 100% de sa rente viagère? Oui, est-ce que ça règle la question du trop perçu à la fin? Non, ça que pour l'avenir, c'est-à-dire que même s'il ne démissionnait pas, s'il ne démissionnait plus pour la suite, l'État ayant découvert ne lui aurait plus donné l'indemnité de maire. Donc qu'il démissionne ou pas, c'est zéro. C'est-à-dire le problème, il s'agit de le régler pour le passif, pour le passé. L'État ayant découvert cela, lui, il doit prendre les dispositions pour que le problème ne se pose plus, c'est-à-dire il ne perçoit plus l'indemnité de maire pour la suite de son mandat. Pas l'indemnité de maire. Allez-y à la fin, on va donner la parole à Maître tout à l'heure. C'est pour ça qu'il dit que la question de ta démission ne me paraît pas pertinente du point de vue juridique pratique. Maintenant, au niveau de la procédure, au niveau de la transparence, ça montre justement, il reste maire, il n'est pas maire pour gagner de l'argent, voilà. Il continue de défendre les populations, son indemnité est suspendue, son salaire de maire est suspendu, il ne perçoit plus, et il se bat pour démontrer que l'application et la rétroactivité qu'on lui impose pour reverser le trop perçu n'est pas juste. Et il poursuit cela tout en restant à la disposition des populations d'Azaguié de façon gracieuse, de façon gratuite, parce qu'il ne percevra plus désormais cette indemnité ou ce salaire, l'État ayant découvert qu'il percevait cela abusivement. Moi, je reviens, j'insiste sur l'esprit et la lettre des lois et des décrets. Selon moi, ça n'a pas été peut-être suffisamment précisé. Je pense que le législateur, aussi bien au niveau de l'esprit que de la lettre, a voulu éviter qu'il y ait des abus.
Ici, c'est la fonction de maire qui nous intéresse. Le montant paraît dérisoire, ce n'est pas des miettes. Mais il était possible qu'il soit reversé dans une fonction supérieure. Il peut redevenir Premier ministre. S'il redevient Premier ministre, qu'il a 6 ou 7 millions, est-ce normal qu'il perçoive en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale près de 7 millions et en qualité de Premier ministre un montant similaire? Non. La loi, selon moi, l'esprit visait cela. Je suis d'accord que même un centime de l'État, c'est important, mais il faut aussi appliquer les lois et les décrets avec un visage un peu humain. Merci à la fin, Maître Meïté, et ensuite Achu Bonga. Je reviens encore sur ce que M. Alafé vient de dire. Ce n'est pas son indemnité de maire qui est en cause. Il perçoit son indemnité de maire. C'est le fait qu'il ne peut pas percevoir les deux, l'indemnité de maire et la pension viagère. Voilà. Donc, pour continuer, il aurait fallu qu'il garde son poste de maire, mais seulement, c'est qu'il devait percevoir la moitié de sa rente viagère, qui est de 8 millions, donc 4 millions. Je vous rappelle qu'en dehors de cette rente viagère, Mamadou Coulibaly peut prétendre à d'autres rentes, notamment lorsqu'il a été ministre du budget, lorsqu'il a été ministre de l'économie dans le gouvernement de Gbagbo, tous ces rentes-là sont cumulatives. Et en dehors de ça, il bénéficie de sa pension s'il prend sa retraite par rapport à son métier d'enseignant supérieur. Donc tout ça, c'est cumulé. Achu Bonga. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut en vouloir à quelqu'un qui a travaillé. S'il perçoit sa pension, il a travaillé. S'il perçoit sa rente de viagère de ministre, il a été ministre, il a travaillé. S'il perçoit... Non. Attends, cette façon de vouloir tout le monde sur la terre, entre 6 millions et 312 000, je ne vois pas pourquoi j'ai choisi 312 000. C'est pas parce qu'il est homme politique qu'il ne va pas nourrir sa famille. Pas si l'homme politique n'aura pas de plaisir. Pourquoi on veut dire que quelqu'un qui s'engage pour le peuple doit s'appauvrir? Pourquoi? Alors que des choses lui reviennent de droit. Donc, logiquement, si moi, on doit me dire de choisir entre 6 millions et 312 000, j'ai ma fille à nourrir, je prendrai les 6 millions. Ça n'empêche pas mon engagement politique. D'autant plus qu'il reste conseiller municipal. Il ne sort pas. Il dit, je ne suis plus maire. Mais c'est l'équipe. Et de toute façon, on élit un conseiller municipal. Je serai là pour continuer de travailler, pour voir comment ça va se passer. Parce que le maire, il ne décide pas tout seul. On vote tous au conseil municipal ici. Donc, l'engagement pour sa population d'Azagué, comme conseiller municipal, il va le continuer. Pourquoi on veut dire qu'il démissionne ou bien qu'il sacrifie sa vie? Il reste à son poste de maire et qu'il mène... Si le poste de maire va m'empêcher d'avoir 6 millions, mais ça n'empêche pas. On se bat pour la population. S'il vous plaît, mais pourquoi vous opposez se battre pour la population et avoir de l'argent? Pas. Non, mais attendez. Ça n'empêche parce que c'est parce qu'il perçoit, je termine, ou bien je ne comprends pas bien, c'est parce qu'il perçoit l'indemnité de maire. Il n'est pas obligé de la percevoir. Il n'est pas obligé de la percevoir, il peut juste renoncer à percevoir. La question de la démission, je pense qu'il le fait, comme le dit le docteur Bougard, pour se consacrer à... Une question d'honneur. Mais c'est la question, s'il vous plaît, on va s'écouter et on va se comprendre, terminer rapidement. Je vais terminer pour dire que le principe, comme on le dit, de saisir la justice et de donner une suite juridique à tout ce qu'on est en train de faire intéressant. Parce que ça nous permet aussi de remettre, ça permet à Mamadou Coulibaly de remettre sur la table le fait qu'il n'ait pas de chargé de mission, qu'il n'ait pas de... etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Qu'il ait saisi la justice ou bien qu'il rentre dans une procédure juridique. C'est qu'il aurait pu faire depuis. S'il avait la capacité de juste renoncer à sa place, si j'avais juste la capacité de renoncer à mon indemnité en restant maire, je l'aurais fait. Merci, Achu Bonga. On vous a bien compris à la fin, Wakili. Le problème, c'est la rétro, c'est le remboursement du taux. Sinon, il le fait pour la... Merci, Achu Bonga. Merci de le laisser. La procédure à annoncer est une procédure administrative. Tout à fait. Avec des contraintes, il doit faire un recours gracieux, un recours devant peut-être le supérieur hiérarchique. Le Premier ministre a écrit, il répond, non, il doit faire la procédure, il doit d'abord peut-être saisir le Premier ministre même, qui lui a offert une possibilité de proposition. Tout à fait. Au-delà de la proposition, il peut estimer que la procédure n'est pas régulière. Si le Premier ministre ne répond pas, il peut saisir le Président de la République. Non, ça ne se fait pas. Ça dit que soit le Premier ministre, soit le Président de la République. Merci de laisser à la fin terminer, voilà, s'il vous plaît. Et c'est à la suite de cela qu'il peut saisir le Conseil d'État. Voilà. Je rappelle que le président Mamadou Coulibaly n'est pas le seul dans la situation. Quelles sont les autres personnes qui sont concernées? Toutes les personnalités qui ont occupé... Y compris le président Afi, vous nous révélez cela. Quelles sont les autres personnes qui sont concernées? Le Premier ministre Aoussou Janou, qui a été Premier ministre, qui a été président du Sénat, il est concerné? Pourquoi vous parlez du président Afi? Bon, voilà, parce que je ne comprends pas. Mais pour revenir, je dis toutes les personnalités
qui sont dans cette situation, qui ont été présentes... Avez-vous connaissance du fait qu'elles ont reçu ces personnalités en je me suis courrier informé sur similaire? ce plateau, c'est le minimum. Voilà. Donc, premièrement, le président Mamadou Koulibaly n'avait pas besoin de démissionner. Mon voisin de droite... Lequel? Nous sommes deux. Non, de droite immédiate. D'accord. A dit qu'il doit plus renoncer à la indemnité de 320 000. Et puis rester en fonction. Parce que le sentiment que ça donne, même si Arthur ne veut pas qu'on le dise, ce que ça donne, c'est qu'il préfère, en démissionnant, il pouvoir un débat. L'intégralité, oui. C'est bon, moi je suis d'accord pour le débat. Mais je dis, le président Mamadou Koulibaly aurait pu faire ce débat depuis longtemps. Avec la démission, avez-vous le sentiment qu'il a abandonné le peuple qui a voté pour lui en 2018? Tu veux faire croire qu'il est conseiller municipal. Il a été conseiller municipal et puis il a été élu maire. Merci Guillaume Bateau. On lui a donné un mandat. Il m'interpelle. Merci Guillaume Bateau. Merci. La démission est actée, il a créé son Mais Merci. Il a dit à ses conseillers qui s'en va. Nous évoluons. On va donc évoluer, s'il vous plaît, dans le débat. On donne la parole à Djokowi. Écoutons-nous, prenons le temps de nous écouter et ensuite, voilà, de réagir. Pour permettre surtout aux téléspectateurs. En démissionnant, il décide de ne pas faire écorner son image. Parce que nous sommes dans un pays, malheureusement, je le dis, extrêmement politisé. Vous ramenez la question à la politique. Mais bien sûr, je vous le dis sur ce plateau, Mamadou Koulibaly, ce n'est pas n'importe qui. Et nous le savons, nous tous, que 2025 n'est pas loin. Et c'est l'occasion, nous sommes dans la période où on doit trancher les têtes qu'il faut trancher. Électoralement, qu'est-ce qui pèse? Mais bien sûr. Merci, maître, s'il vous plaît. Non, ne dites pas ça. Oh, écoutez, Merci, s'il vous plaît. Allez-y, Allez-y, s'il vous plaît. Vous comprenez? Pour nettoyer son image, il démissionne pour suivre le dossier correctement. Et puis après, s'il doit être réintégré, il sera réintégré. Mais il fait bien de démissionner. Deuxième élément, c'est qu'en Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas l'habitude de la démission. Dans le cas de Mamadou Koulibaly, il n'a pas été nommé par l'État. Il a été élu par un peuple, il a été voté par un peuple. C'est le sentiment de l'abandon de cette population-là. C'est de ça que nous parlons. Oui, mais donc allez-y poser la question à l'État, puisque c'est l'État qui l'a forcé à la démission. La population élit le conseil municipal. Elle n'élit pas le maire. Voilà. Donc, l'engagement que le peuple a pris, il l'a pris avec une liste. Il n'a pas pris avec un maire. D'accord. Tête de liste. S'il vous plaît. La tête de liste n'est pas maire. D'accord. Au plateau, ça s'est joué à quelque chose. La tête de liste n'aurait pas pu être maire. Il y a plein de... le ministre Adjoumani, il a été tête de liste, mais n'est pas président du conseil régional Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà, où la tête de liste ne l'est pas. Et donc, moi, j'estime que à partir du moment où il décide de rester dans le conseil municipal, donc de continuer son engagement public au service de sa population, ça ne pose pas problème. Je pense même qu'il a eu le choix entre rester maire et juste libérer son indemnité ou démissionner du coup. Il a préféré cette option-là. Il aurait pu tout simplement renoncer à son indemnité. On vous a bien compris, maître Meïté. Moi, par rapport à ce qu'il vient de dire, ça donne plutôt l'impression qu'il a choisi l'intégralité de sa rente viagère par rapport à défendre la population, rester aux côtés de la population. C'est peut-être une interprétation. Vous comprenez qu'il a eu le droit de démissionner alors. C'est l'impression que ça donne. Laissez-le terminer. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Ça noircit beaucoup plus son image. Surtout que cela est renforcé par le fait que les 100 millions, je reviens dessus, même une fois, il a dit qu'il a renoncé, lorsqu'il enseignait, après avoir été président de l'Assemblée nationale, il enseignait à l'université, qu'il a renoncé à son salaire. Mais ce n'est pas fortuit, peut-être. Donc, ça peut nous donner le sentiment que... C'est une interprétation. Non, c'est une interprétation, oui, c'est une interprétation, c'est une hypothèse. Ça peut donner le sentiment que, parce qu'il ne voulait pas être rattrapé par la loi, qu'il a préféré abandonner ce salaire-là, faisant croire que, bon, il fait ça de façon... Il fait du bénévolat. Ça peut donner un autre sentiment également. Maître Boga a demandé la parole. Merci beaucoup. Oui, moi, la question... on le poursuit parce qu'il est Mamadou Koulibaly, c'est-à-dire il y a une chasse aux sorcières et tout ça. Franchement, je suis un peu embêté vis-à-vis de cet argumentaire, honnêtement. Donc, je me dis, quand on est homme politique, on est homme public, et qu'on occupe des fonctions hautes, au plus haut sommet de l'État, il faut faire attention. Surtout quand on a des ambitions pour diriger un pays, tous les actes qu'on pose, il y en a qui disent qu'ils se rasaient tous les matins en se voyant président de la République. Tous les actes que tu poses, ça te suit. Il faut être un exemple. Moi-même, la question de sa démission, je ne la vois pas négativement. Je pense que
Enfin, pour le peu que je sache, parce qu'il y a des choses que je découvre ce soir. Hein. Excusez-moi, je n'étais pas au pays. Merci, Dion Bateau. Je voulais dire que pour le peu que je sais du professeur, c'est une question d'intégrité. Et puis, généralement, nous-mêmes, de la société civile, on demande aux personnalités qui sont impliquées dans des affaires comme celle-là de démissionner de façon à ce que le procès soit équitable. Et parce que leur fonction peut influencer. S'il était ministre... S'il reste maire, vous pensez que ça peut influencer le procès? Maire, c'est un peu difficile, puisque quand même la population peut rester orpheline. Et justement, vous avez vu les interprétations sur ce plateau. Ça montre qu'on peut le suspecter d'avoir démissionné simplement parce qu'il voulait protéger la plus grosse partie. Voilà. Donc, malheureusement. Mais sinon, moi, j'encourage... je suis très content plutôt pour la démission parce qu'il faut... S'il vous plaît, finalement, on le pourchasse. Merci, c'est-à-dire qu'on l'attaque sur ses positions. Monsieur Djokoyi, vous n'avez pas la parole. Maître Meïté, vous n'avez pas non plus la parole. Merci. Je donne la parole à Lafay Ouattili. Voyez-vous, la démission ne règle pas le problème. On est d'accord. Maintenant, il veut le régler. Ça ne règle pas le problème et elle n'était pas obligatoire du point de vue de la loi. Et je pense du point de vue pratique. On nous dit que c'est pour des raisons morales ou éthiques, c'est à voir. Cela dit, l'hypothèse qu'il évoque relativement à l'université permet justement de dire que peut-être que Mamadou Coulibaly a agi en connaissance de cause et de bonne foi. C'est-à-dire, si on retient l'hypothèse selon laquelle il a enseigné à titre gracieux à l'université, il en était fier, j'enseigne et je ne perçois rien, c'était peut-être 1 à 2 millions pour son statut, auquel il renonçait parce qu'il voulait préserver la totalité de l'argent. C'est parce que là, il sait qu'il était salarié, enseignant de l'État. C'est-à-dire salarié, fonctionnaire, c'est-à-dire quelque chose qu'il perçoit et c'est un salaire normal, régulier. Alors que la posture de maire est différente peut-être de celle du député ou du ministre ou autre. C'est une indemnité. C'est toujours le trésor. Non, c'est une indemnité. C'est-à-dire que tu peux même être en mission. C'est-à-dire s'il ne percevait pas l'indemnité mensuelle, en sa qualité de maire, par exemple, s'il part en mission en Europe, on lui paye ses frais de mission. C'est de l'argent de l'État, il a droit à ses frais de mission en qualité de maire. C'est-à-dire même s'il ne percevait pas les 320 000 ou 312 000, il peut prendre le carburant. On ne va pas dire comme il a pris du carburant, je ne sais pas, il faut clarifier. Est-ce qu'en sa qualité de maire, il a droit à avoir un chauffeur, un véhicule comme d'autres maires? Est-ce qu'il a droit à un certain nombre d'avantages n'ayant rien à voir avec le salaire ou l'indemnité? Donc, sans doute, il a choisi de rester maire et de percevoir cet argent. Si vous retenez l'hypothèse qu'il a refusé un tel schéma quand il enseignait à l'université, il a dû le faire en connaissance de cause, de façon volontaire, au niveau de la mairie pour percevoir, en se disant relativement à la loi, il n'était pas en porte-à-faux. C'est peut-être cela qu'il veut prouver dans sa procédure. Mais j'estime qu'il n'était pas obligé de rendre sa démission et que ce n'était pas utile. D'accord, merci. Guillaume Bateau. Deux précisions. Mon ami Arthur dit que, bien sûr, on ne lit pas le maire. Il veut prendre les exceptions pour la règle. Les élections locales en Côte d'Ivoire, les gens de liste, on connaît. La tête de liste est celle qui fait campagne. Le cas de Daloa avec le maire Samba Coulibaly, l'imbroglio qu'il y a eu, c'est des cas exceptionnels, c'est des cas rares. Donc, quand on se présente dans nos localités, même pour les conseils municipaux, les conseils régionaux, il parle du cas du ministre Adjoumani. Mais c'est la loi qui prévoit que si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas occuper la fonction. Non, la loi était... Non, merci. Le décret, ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus, mais il a parlé de ça avant. Oui, avant, la loi disait la ministre Anouloto est toujours présidente du conseil régional. Mais je veux dire la loi d'avant. Si le ministre est nommé ministre, il laissait la place à... Ça, c'est avant. Donc, je ne veux pas prendre ces exemples-là pour la Merci, Guillaume Bateau. Arthur Banga veut bien réagir. Deux choses. Rapidement. On tourne en rond. On tourne en rond. Le président Coulibaly Mamadou, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il n'a pas besoin de démissionner pour se défendre. Parce que ça, on a bien compris. Voilà, il a un mandat. On a bien... Tout ce qu'on dit, oui, on veut te couper la tête. Bon, c'est pas sa seule tête. Moi, là où je suis d'accord avec les autres, c'est que le Premier ministre, Achille Patrick, il montre une volonté de bonne gouvernance. On prend acte, mais
il aurait dû s'en prendre à ses prédécesseurs qui n'ont pas fait le contrôle. Voilà moi ce que je dis. On a bien noté. Valablement Merci. sur cet aspect. On a bien noté ce point. Arthur Banga. Jokoyi, vous n'avez pas la parole. Merci. Je dis que l'État n'a pas le droit. Merci, Guillaume Bato. Vous n'avez plus la parole. Arthur Banga a la parole maintenant. Bato, quand il choisit de respecter la loi ou de ne pas la respecter, la loi elle est claire. On élit un conseil municipal. Ça, c'est clair, c'est évident. Vous n'allez pas changer ça. On le dit clairement. Moi, je suis prof, j'enseigne à mes élèves qui doivent élire un conseil municipal. Et le conseil municipal qui, à son tour, élit le maire. Donc, on n'a jamais élu... Le peuple n'élit pas le maire. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Le peuple n'élit pas le maire. Donc, le peuple a élu le conseil municipal qui, à son tour, a élu le maire. Et quand je décide d'être une liste, j'ai un engagement. Et je ne pense pas que cet engagement soit lié simplement au fait que je sois maire ou pas. À partir du moment où je suis dans le conseil municipal, je pèse ma voix contre. Je peux organiser mes pensées dans ce conseil municipal. Donc, mon engagement reste dans le conseil municipal. En plus, sur le terrain, on peut avoir un conseil municipal, et d'ailleurs on le voit très souvent dans nos villes, s'il y a un adjoint au maire ou le conseil municipal qui est le réel maire. On dit même maire résident. C'est celui qui est sur le terrain, qui va auprès des populations. Il n'a pas besoin d'être maire pour le faire. Donc dire qu'il faut être forcément maire pour servir à Azaguié, je ne crois pas. Et dernière chose sur laquelle je veux dire, terminer, c'est de dire, c'est très bien que le Premier ministre ait mis cet esprit de bonne gouvernance, il faut qu'il continue. C'est très bien aussi la réaction de Mamadou Coulibaly d'aller en justice plutôt que de rester à se victimiser, à dire comme... Non. Mais justement, sur cette décision, s'il vous plaît, on va peut-être évoluer un peu dans le sujet, notamment sur cette décision du Premier ministre d'encaisser, on peut le dire, le trop perçu par Mamadou Coulibaly. La question qui revient et que ça pose, c'est pourquoi l'État n'a pas décidé aussi d'encaisser les 100 millions de 2015, les 100 millions de l'élection présidentielle. Oui, Guillaume Bato. Avant de répondre à votre question, je termine avec Arthur. Mais Mamadou Coulibaly renoncerait à 320 000 francs pour prendre 32 000, parce que le conseil municipal aussi, il a 32 000 francs par session. Parce que s'il reste conseil municipal et qu'il perçoit les 32 000 francs, c'est la même chose. Parce que c'est 320 000 ou c'est 32 000. Donc ça, c'est pas le débat. Oui, c'est ça. Maintenant, le trop perçu, moi j'ai déjà dit depuis sur ce plateau, que je trouve que l'État ne peut pas se prévoir ses propres turpitudes. Si vous n'êtes pas capable... Ça, on a bien compris. Ça, on a vraiment bien compris. Si le Premier ministre, il vient, la loi ne peut pas être rétroactive. Il prend une décision, je pense que ça va agir pour l'avenir. Il dit maintenant que moi, État de Côte d'Ivoire, j'ai été laxiste, parce que ça, c'est le mot. J'ai été laxiste depuis 2018, 2019. Tous ceux qui ont été élus dans le cadre du président Mamadou Coulibaly ont perçu de l'argent. Bon, je prends acte, je ne veux plus que ça se répète. C'est tout. J'ai dit, parce qu'il y en a qui sont morts. Et l'argent qu'ils ont perçu, le Premier ministre va les poursuivre. On vous a suffisamment entendu sur ce point. Merci, Guillaume Bato et Maître Meïté, merci. Alafé Wakili. Vous parliez des 100 millions de la présidentielle de 2015. Il fallait être candidat et puis il fallait faire campagne. Mamadou Coulibaly était candidat, il n'a pas fait campagne, mais au moins il était candidat, donc il les a reçus régulièrement. D'ailleurs, une question s'est posée sur la transparence de ce don-là. Et après, je pense que l'État, pour souci de cohésion sociale, n'a pas voulu justement déjà commencer à toucher sur ces indemnités. Non, on allait faire rembourser ça à 20%. On continue la cohésion sociale. Il aurait pu rembourser peut-être 2 millions par mois et au bout de 5 ans, il finissait de payer. Voilà. Bon, je vais donner la parole à Boga Sako et je reviens à Maître Meïté et ensuite à Jokoyi. Tout à l'heure, M. Alafé disait sur ce don-là, je le prends au mot. Quelle était la nature de ces 100 millions? Dans quelle loi c'était inscrit? Ça vient d'où? Donc, à la vérité, c'est même pas M. Mamadou Coulibaly qui est en cause, de mon point de vue. C'est l'État qui s'élève comme ça et qui distribue quand il est content. Oui. Lui seul. Ce n'est pas prévu dans la loi. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais donné 100 millions à quelqu'un pour aller à la campagne. Donc, il faut qu'on arrête de poser des actes pour des intérêts politiques. S'il vous plaît, Alafé, laissez-le terminer. Non, parce que, je suis un peu surpris. Donc, c'est pour ça que Mamadou Coulibaly, je pense qu'il s'est là, de ce point de vue, s'est bien comporté, parce qu'on ne sait même pas d'où ça vient, quelle était la nature, etc.
Merci de les laisser terminer, cher monsieur. Non, je Guillaume Bateau. C'est public, hein, je vous rappelle. Maître Maïté. J'arrive. Voilà, merci de le laisser terminer, s'il Vous me vous dites plaît. que c'est de l'argent public. Peut-être que c'était un don venu du budget de souveraineté ou bien un don du chef de l'État, lui, président sortant. Payé via le Trésor. Je viens. Tout à l'heure, M. Guillaume Bateau, il y a ce détail-là que je voulais quand même lui donner. D'accord. Quand il dit Rapidement, s'il vous plaît. qu'il sait très bien que c'est l'État qui ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais je veux dire, en banque, souvent, quand vous allez en banque, un matin, vous retrouvez 10 millions sur votre compte. Oui. Alors que vous savez que ce n'était pas de vous. Vous utilisez. Le lendemain, la banque s'est rendue compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle exige. Donc l'État, c'est une banque? Non, mais attends. Guillaume, s'il vous plaît. Monsieur Guillaume Bateau, c'est un Guillaume, s'il vous exemple que plaît. je vous donne là pour dire. Merci, docteur. On a bien compris. Maître Maïté demande depuis la parole. Ce que dit Guillaume Bateau depuis là, que l'État ne peut pas se prévoir de ses propres turpitudes. Mais non, attendez. Lorsqu'il y a eu de l'argent qui est perçu indûment Par qui? par un administré, par une personne, c'est le devoir de l'État de récupérer cet argent-là. Maître Maïté, excusez-moi Oui. de vous couper la parole. On va aller à la pause rapidement et au retour, vous allez continuer d'argumenter. Retour sur le plateau d'NCI 360 et juste avant la pause, nous étions en train de parler de la démission de Mamadou Coulibaly. Maître Maïté, vous aviez la parole. Ouais, je continue pour dire que je réponds à Guillaume Bateau qui dit que l'État ne peut pas se prévoir de ses propres turpitudes. Mais je dis que c'est faux. Parce que lorsque de l'argent est perçu indûment par un individu, c'est le devoir de l'État de récupérer ce trop perçu-là. C'est vrai que la personne qui s'est sentie lésée par rapport à cette récupération peut contester devant le juge. À partir du moment où c'est récupéré, le juge peut estimer que l'État a fait preuve de négligence. C'est une faute de service et lui accorder des indemnités. Ça arrive. Il y a plusieurs jurisprudences qui ont été rendues dans ce sens-là en France. Les trop perçus ont été récupérés par l'État. Ces personnes qui ont été victimes ont contesté devant le juge par rapport à leur bonne foi, par rapport au fait que ça a mis assez de temps et que l'administration a fait preuve d'inertie. Le juge a estimé que, effectivement, c'est vrai que ça a été récupéré, mais l'État doit indemniser la personne. Sauf que ici, voilà. Merci, docteur Boga. Merci. Je suis désolée de ne pas vous permettre de réagir parce qu'on a annoncé 3 thèmes aux téléspectateurs et on doit respecter ces 3 thèmes. Le temps imparti pour ce premier thème est largement dépassé. On va juste aborder... les 10 millions, on en a plus parlé. On va juste aborder le deuxième thème de cette émission qui est notamment cette... cette rencontre de Jean-Luc Billon avec des jeunes, une rencontre au cours de laquelle il a dit à 75 ans, on ne peut plus faire partie de l'équipe dirigeante. Est-ce qu'il était en train d'indiquer la porte de sortie à Ouattara, Gbagbo et Bédié? Cette sortie a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux et dans la société en général. Donc, on aimerait bien connaître votre avis justement sur la question de la limitation d'âge. Déjà, que pensez-vous de cette réaction de Jean-Luc Billon? Bien, merci encore, chère madame, pour ce sujet-là. Moi, j'ai 2 observations. Dans tout pays, c'est la loi qui est la règle. Que dit la loi? Si dans la Constitution, on a ôté le verrou de l'âge qui était déjà inscrit dans la Constitution précédente, à partir de là, tout le reste, ce ne sont que des supputations. Ah, on préfère un jeune, on préfère... Mais tout le monde, quel que soit l'âge, a le droit, s'il remplit les conditions, de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de règles balises, on ne peut pas dire ils sont trop vieux. Non, c'est parce que justement, il y avait cela. Et d'ailleurs, même, il n'est pas le premier à le dire. Hier, le président Laurent Gbagbo avait dit la même chose, en considérant qu'à 75 ans, on n'a plus toutes ses facultés pour diriger un pays normalement. Ça, je ne fais que citer le président Laurent Gbagbo à l'époque. Mais on a levé le verrou. Dès l'instant où vous levez le verrou, de quel droit allez-vous interdire M. Harry Konan Bédié, qui a plus de 86 ans, de se présenter à une élection présidentielle? Je rappelle même qu'en Tunisie, il avait 88 ans, celui qui avait été élu président. Il est toujours. Il est toujours, il est décédé. Il est décédé. Il n'est plus, justement. Il a été élu à 88 ans. Oui, à 88 ans. Donc, ça veut dire que c'est pas tout. Il y a ce qu'on pense, mais il y a aussi la réalité. Donc, je veux dire, ça peut être une posture politique. On peut dire on a envie de voir une nouvelle génération, mais tout ça, c'est du verbiage. Ce qui est
Dans la loi, c'est ce qui s'applique. C'est la loi qui doit s'appliquer. C'est tout. Guillaume Bateau, certains parlent de la révision. Oui, moi j'ai un problème avec Dr Boga. Ok, dites-nous. Dr Boga, comme beaucoup d'entre nous, s'est battu contre le changement constitutionnel en 2016. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Moi, j'étais contre le changement de la Constitution en 2016, qui supprimait justement cette limitation d'âge. Et sur ce plateau, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis heureux que le ministre Billon nous rejoigne. Lui qui estimait que certains qui réclamaient le départ des anciens étaient pressés. S'il a été visité par le bon Dieu et qu'il comprend maintenant qu'il faut vraiment que ces anciens-là cèdent la place, moi je le félicite. Mais docteur Boga, vous avez combattu la Constitution de 2016. Moi je suis toujours constant. Cette Constitution de 2016 n'était pas opportune. Il faut ramener l'âge à 75 ans et puisque le président Gbagbo était d'accord, et que Billon était d'accord, et que vous étiez d'accord contre la Constitution de 2016, revenons à 75 ans. On ramène l'âge à 75 ans. Moi, j'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, il faut vraiment qu'une coalition se forme contre ces anciens. Et que ces anciens, ils reculent et qu'ils laissent la place et qu'on ramène. J'ai toujours dit ici que le président Ouattara a une belle opportunité de nous ramener les 75 ans pour être conforme à la loi. Merci Guillaume Bateau. Beaucoup de personnes veulent intervenir. On va permettre à Dr Boga de répondre rapidement à Guillaume Bateau. Oui, je ne ferai même pas de polémique. Il sait ce que je veux dire. Je suis parfaitement d'accord avec. Mais en attendant, aussi longtemps que cette constitution-là reste en vigueur, on n'a pas le droit d'empêcher qu'elle s'applique. C'est ce que je veux dire, en fait. On a le droit d'en parler quand même. Sinon, moi, personnellement, cette constitution, je ne l'ai même pas votée. Merci, Dr Boga. Alafé Wakili. J'aurais dit la même chose. Hein. En 2016, on attendait Billon. Avant même 2016, on l'attendait, on ne l'a pas vu. En 2020, on l'a attendu, il a laissé passer son tour. Je ne sais pas si 2025 sera la bonne, mais ce n'est pas parce que Bédié, le président Bédié, le président Ouattara et le président Gbagbo ne seront pas candidats, les plus de 75 ans, que M. Billon aura plus de chances de devenir président de la République. Son mérite, s'il doit y en avoir, sera d'avoir l'audace d'être candidat en 2025 et de battre les vieux qui ne méritent pas, même de diriger un conseil d'administration, qui ne méritent même pas de diriger un conseil d'administration, à plus forte raison, une nation de 22 millions d'habitants. 26 millions d'habitants. Ce sera là son grand challenge, son grand mérite. Son talent ne va pas consister dans sa capacité à faire en sorte que les plus de 75 ans ne soient pas candidats. Voilà ce que je voulais indiquer. Okay. Oui, merci. Autre chose de lui. Merci. Achu Banga et ensuite... deux choses rapidement. La première chose, c'est que moi, j'ai voté, comme Guillaume dit qu'il était contre, moi j'étais pour. Et je le dis, je le répète, on ne peut pas légiférer, à mon sens, pour bloquer des gens depuis 75 ans ou moins de 75 ans. Pour moi, à partir du moment où on est citoyen, il faut bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Donc, l'âge ne doit pas être un obstacle. Si quelqu'un est âgé, la population va décider. Si elle veut un vieux ou bien elle veut un jeune, elle va choisir le vieux ou bien le jeune. Donc ça, c'est le premier point que je veux dire. Donc, pour moi, il n'y a même pas besoin de légiférer. Au contraire, légiférer là-dessus, c'est amputer le choix des Ivoiriens. Il faut permettre aux Ivoiriens, il faut faire confiance aux Ivoiriens. S'ils pensent que quelqu'un depuis 75 ans ne peut pas les diriger, ils ne vont pas le voter. La deuxième chose, maintenant que je reviens sur la déclaration du ministre Jean-Luc Billon, je pense qu'il est plus dans le jeu politique que dans le jeu juridique. À mon avis, il est plus dans le jeu politique que dans le jeu juridique. Il a dit en 2025 les jeunes seront au pouvoir. Voilà, aujourd'hui, clairement, il y pensait déjà en 2020, il pense plus aujourd'hui en 2025. Il a des atouts dans son parcours. C'est un élu qui a été à la fois élu local, donc maire, président du conseil général, aujourd'hui député. C'est quelqu'un qui a l'expérience du gouvernement parce qu'il était ministre. Aujourd'hui au PDC, le fait que beaucoup de la génération après Bédié ait rejoint le RAGP, ça lui fait moins de gens à combattre. Et parmi les gens à combattre, que ce soit Guy Kawe ou Benjo, ils ont des problèmes de justice, il n'en a pas. Donc il a les atouts. Mais attention, il faut qu'il connaisse bien sa maison. La maison PDCI. Et là-bas, on pèse les mots. On va revenir justement. Attention à ne pas aller plus vite que la musique, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Sinon, l'idée d'être candidat en 2025 pour un gars comme Jean-Luc Billon, moi, je l'encourage. On va revenir justement sur la maison PDCI. Permettons donc à M. Djokoui de donner son avis sur... Oui, moi, je suis
contre les mauvaises lois qui gouvernent les populations. D'accord, dites-nous. Voilà, c'est cette constitution. C'est quoi la mauvaise loi ici? Cette constitution-là, elle n'est pas bonne. Mais ce que je voudrais dire au-delà de Pourquoi ça... elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne parce que, quand je m'appuie sur ce que le professeur Boga Sako a dit, Laurent Gbagbo lui-même avait dit en son temps, hein, que quand on a 75 ans, Mais ça existait en 2000. voilà, ça existait, et puis ça a été... Après, ça a été levé. Le verrou a été levé. Donc, on est dedans. Merci, Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une bonne chose d'être gouverné par des lois qui ne sont pas bonnes. Première chose. Mais ici, Bion a le mérite d'avoir osé. Le PDCI, on sait comment c'est géré, mais sortir... Ça gère comment? Guillaume Bateau, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. C'est que je n'ai pas envie de dire, mais on sait comment le PDCI est géré. C'est lever et prendre ses responsabilités pour dire que moi, je suis d'accord avec lui que les trois là, je pense qu'il est temps qu'ils quittent la scène. Claire. Maître Meïté. Bon, je réponds à mon voisin. Lorsqu'il dit que cette constitution n'est pas bonne, bon, je pense que c'est un peu exagéré. Il ne faudrait pas qu'il généralise. Il peut nous dire qu'il y a des dispositions qui ne sont pas bonnes. En matière des droits de l'homme, elle est très évoluée. C'est ce que je l'ai dit. Sinon, il y a des dispositions qui sont de qualité. Laissez-le qui ont amélioré terminer. beaucoup de choses. Maître, on vous Donc, écoute. maintenant, je suis d'accord qu'il ne fallait pas modifier la condition de limitation d'âge. Tout à fait. Je suis d'accord, parfaitement d'accord. Et je milite en faveur de l'idée de Guillaume Guato. Il va falloir... Oui, non, sincèrement, je suis d'accord avec ça. Je suis juriste. Je me dis qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ramener la limitation d'âge. Je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, depuis près de 30 ans, c'est les mêmes qu'on voit. Et toujours, il y a des conflits. Il va falloir qu'on mette fin à tout ça. Il faut permettre la circulation des élites, il faut permettre la rotation. Nous avons des hommes de qualité dans ce pays qui sont capables de diriger le pays. Pourquoi ça doit être ces trois-là? Donc il faudrait qu'on donne la chance à la Côte d'Ivoire de retrouver du paix véritable. Vous allez voir que si c'est d'autres personnes, il y aura moins de tensions et les choses vont bien se passer. Achille Banga, on revient à vous, parce que vous avez parlé de permettre justement... Aujourd'hui, tout le monde sur le plateau est contre pour la limitation d'âge. Je pense que je peux répondre. Non, première chose à dire. Je ne suis pas pour. Guillaume Bateau, oui, à la fin, vous aurez la parole tout à l'heure. La première chose que je vais dire, effectivement, quand la démocratie elle a été créée à Athènes, il y a eu un principe. Le fait de vouloir changer de magistrat, dès la naissance de la démocratie, a été dit. Parce qu'on a bien compris que le même magistrat, qui a la même magistrature, pendant un bon moment, va confondre à lui. C'est pour ça qu'on a instauré quelque chose qui est dans notre Constitution, c'est la limitation de mandat. À ne pas confondre avec la limitation d'âge. Cette limitation de mandat garantit qu'on change de personnel et de personnes à la tête de notre pays. Donc quand on respecte la limitation de mandat, pour changer, on n'a même pas besoin de la limitation d'âge. Deuxième chose que je vais dire sur la limitation d'âge, être citoyen, c'est un droit, c'est entier. Pourquoi vous le faites des citoyens, des demi-citoyens, des sous-citoyens? Je termine, je n'ai pas encore terminé là-dessus. Oui, terminé. Et troisième chose, Biden, il a quel âge? Chirac, il avait quel âge? Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 75 ans qui dirigent les entreprises aux États-Unis, contrairement à ce qu'a dit M. Jean-Louis Billon, sont supérieurs aux moins de 75 ans. Je vais bien vérifier avant de venir. Et pour terminer, pourquoi pour trois personnes... Un État, c'est Vous êtes différent. la démocratie, peut-être. S'il vous plaît, messieurs. J'ai cité des présidents Vous êtes responsables. Permettez-le de terminer. Comment pour trois personnes, vous voulez condamner tous ceux qui ont plus de 75 ans? Non, mais la loi exclut toujours. Maître Meïté, s'il vous plaît. On ne peut pas condamner pour trois personnes l'essentiel de ceux qui ont 75 ans. À la fin, Maître Meïté, s'il vous plaît. On va permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui se dit sur ce plateau. Après la réforme de 2016, je suppose qu'il y a peut-être d'autres réformes à faire. Mais s'il s'agit de faire la réforme de la Constitution uniquement pour introduire la limitation d'âge à nouveau, j'estime que ce n'est pas pertinent. Un. Deux, on peut arriver à l'alternance, on peut arriver à une option où des jeunes viendront au pouvoir, comme Bion ou autres, sans que l'on ne soit obligé de modifier à nouveau la Constitution pour empêcher
le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo d'être candidats, et au-delà de ces trois, d'autres personnes qui ont actuellement 73, 74 ans, qui sont capables de gouverner la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que Billon dit. Et qui peuvent être des gens intègres, tout. Comment il faut? Mais au début, c'était 75 ans. S'il vous plaît, messieurs. Non, messieurs. Au début, c'était 75 ans, ça n'a jamais posé de problème. Vous êtes responsables, on vous a invité pour un débat. Il y a un problème qui s'est posé. Et permettons aux populations de comprendre, s'il vous plaît. En 2016, il y a des acteurs politiques qui ont fait la proposition, c'est-à-dire les présidents Bédié et Ouattara, suivis par leurs partisans, y compris Jean-Luc Billon à l'époque, qui ont dit il faut mettre fin à la limitation et changer. Il y a eu le camp Afinguessan, Guillaume Bateau aussi en tant que leader d'opinion, Boga, Sako et d'autres, qui ont dit non. Il y a eu deux options. Non, il y a même une seule option. L'option du non était l'option du boycott. Boycott total. Ils ne sont même pas allés aux urnes. Mais le non a eu 4 ou 5%, je ne sais plus combien. Ils ont boycotté de façon radicale. Pour eux, ça ne devait pas se tenir. Ça est là et on subit la loi. La question qui se pose, justement, après ce boycott, après on a vu, en 2016, on a vu aussi le CNT. La question qui se pose, ce n'est pas la question de l'âge ou autre, c'est la question de l'attitude démocratique face aux élections aussi, face au référendum. Ou peut-être la question de leur responsabilité. Oui, de leur responsabilité. Il faut savoir s'exprimer pour dire non et puis créer les conditions pour plus de transparence afin que les lois ou les décisions soumises au peuple soient actées dans les conditions les meilleures. Voilà, et éviter de subir des choses. La preuve aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, que ce soit les gens du non de 2016 ou les gens du non de 2020 avec le boycott et le CNT, eux tous subissent les décisions qui ont été prises par le groupe du peuple qui est allé aux urnes. Guillaume Bateau. Oui, moi j'ai deux problèmes. Je réponds à mon voisin immédiat qui dit que oui, vous êtes allé dire oui ou bien non en allant aux urnes. Mais on a vu les conditions dans lesquelles le référendum a été organisé. Pour être gentil, ce sont les conditions cavalières. Et on a vu tout le débat qu'il y a eu autour de cette constitution de 2016. Ça me permet de demander à Arthur qui dit oui, on n'a pas besoin de limiter, mettre le mandat, la limite d'âge, la limite de mandat, mais tout ça était dans la constitution de 2000. Pourquoi on enlève la limite d'âge et qu'on laisse la limitation de mandat? Encore que ça n'a pas mis à l'abri du troisième mandat. Donc, il faut... Du nouveau mandat. Du troisième mandat, que vous voulez que ce soit... Merci. Oui, Guillaume Bateau, terminé. À la fin, il est gentil, mais quand il a parlé, je n'ai pas parlé, il ne veut pas me laisser parler. Allez-y, terminez, Guillaume Bateau. Le mandat de la troisième république. Ces limitations ou ces procédures de bons offices n'ont pas mis à l'abri d'un troisième mandat. Pour dire quoi? Quand il y a une volonté manifeste de marcher sur la Constitution, de la transformer, mais les gens l'ont fait. Moi, je dis, et la Constitution de 2000 a été adoptée à 83% aussi, on ne va pas l'oublier. On a une démocratie en construction. On a une démocratie en construction. Oui, celle de 2016 a été votée. Guillaume Bateau, terminé. Vous aurez la parole. Mais on sait dans quelles conditions. 10 secondes pour terminer. On a une démocratie en construction. On a des gens qui ne veulent pas laisser passer l'alternance. Et moi, je suis content pour le ministre Jean-Luc Billon qui se réveille, même si c'est un peu tard. Mais il faut une vraie coalition contre ces anciens. Si nous voulons que notre pays sorte des crises perpétuelles. Donc, c'est pas, oui, on laisse 5 ans. Parce que même si quand on a voté les 75 ans, le président Gbagbo, qui était président de la République à l'époque, a dit, mais un pays ne peut pas être dirigé par un has-been qui est fatigué. Aujourd'hui, on veut que le président Bédié soit candidat à 91 ans. Moi, je veux bien. Merci, que le président Ouattara soit à 83 ans, que le président Gbagbo à 80 ans. Mais quand même, Dr Boga. essayez de nous sauver un peu. Sur cette question, je suis un peu obligé de trahir un peu que mes collaborateurs qui suivent cette émission depuis l'extérieur, puisque dans l'exil... C'est pour le bonheur de nos Oui, bien téléspectateurs. sûr. Non, je suis... Avec Bateau. l'exil, j'ai installé 12 délégations de la FIDOP à travers l'Europe et les États-Unis. Donc, il y a des choses que nous avons à prêter. Par exemple, sur la question de la limitation de l'âge, ça fait partie des propositions que nous faisons pour résoudre la crise ivoirienne qui est vieille depuis un certain temps, à cause de nos 3 leaders. Quand je suis revenu le 9 juillet, ici en Côte d'Ivoire, mon premier discours, c'était que les 3 présidents se retrouvent immédiatement, qu'ils se parlent pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous, on estime que s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon à la nation depuis 30 ans, c'est quand même ces 3-là. Ils sont passionnément aimés. Et c'est pour eux que le peuple, là, il meurt. On meurt à cause d'eux et pour eux. Si bien que
à la prochaine élection de 2025, Ils n'ont pas envoyé. s'il vous plaît, Guillaume, s'il te c'est très sérieux ce que je dis là. Vous n'ont pas envoyé. En 2025, si l'un dit qu'il est candidat, les deux autres vont vouloir être candidats. Donc comment on fait? La solution, c'est quoi? On est en démocratie, on va interroger le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut en faire un référendum. Oui, Il faut en faire un référendum Tout à fait. de sorte que si le peuple est d'accord que les 60, ça fait partie de la démocratie. Si le peuple est d'accord qu'on limite à 75 ans ou bien 80 ans, on le fait une fois pour toutes. De sorte que ça nous résolve un problème crucial parce qu'on ne peut pas leur dire ne vous présentez pas alors que la Constitution le leur permet. Il y a Achu Donc, vous nous Bonga qui rejoignez demande finalement. depuis la parole, d'accord, à la Le fin, rapidement. danger. S'il vous plaît, messieurs. Voyez-vous, le S'il vous danger, plaît. ces trois-là, ils sont tellement aimés que s'ils ne décident pas eux-mêmes volontairement de se retirer, on fera un référendum, le peuple est capable de dire oui, qu'il soit candidat. Non, voyez-vous, le président Ouattara n'a pas renoncé. Le président Bédié veut être candidat. Le président Babo veut être candidat. Et on fait un référendum à elle, les trois. Vous croyez que c'est Boga, Sako, Guillaume Bato, Oui, Jean-Luc alors, Billon référendum. qui feront échouer leur volonté d'être candidat dans le référendum? Je veux bien espérer que vous êtes les voix. Merci, rapidement. Si c'est ça, je suis d'accord. Allons-y au référendum. Merci à la C'est la fin. base de ce que Pas à Alafé l'Assemblée dit. nationale, au référendum direct. Et Merci puis, à la fin. si avant ce référendum, ils n'ont pas eux-mêmes, en eux-mêmes, renoncé à être candidats pour aller faire Au moins deux vont campagne, pour renoncer. dire, Au moins deux vont pour renoncer. dire, Un ou deux. pour dire, lors du référendum, je pense que j'ai assez servi la Côte d'Ivoire, c'est bon. Moi, je pense que Merci ça à va la S'ils arriver. n'ont pas fait, c'est zéro. Je pense que ça va arriver. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Dieu peut être prêt aussi. Leur Vous volonté méritez. personnelle. S'il vous plaît. En fait, le référendum ne fera qu'acter leur volonté personnelle à la fin. On de ceux vous a- qui ont on renoncé. vous a Et bien celui compris. qui n'a pas renoncé, et ceux qui n'ont pas renoncé, et leur bataille qu'on veut éviter, vont trouver dans le référendum un nouveau réceptacle Allons, avant la allons, prochaine. Au moins, le problème sera résolu. Messieurs, nous sommes sur un plateau de Oui, allez-y, télévision. madame. Vous prenez la parole lorsqu'on vous donne la parole. d'accord. Ça permet aux téléspectateurs Bien sur le de plateau. comprendre et de retenir quelque chose de ce débat. Donc, pour terminer donc, ce deuxième sujet, je donne la parole, ce deuxième thème, justement, je donne la parole à Achu Bonga et ensuite à Djokovic. Bien, je dis, et je reviens qu'on ne peut pas légiférer sur 3 personnes. La loi doit être impersonnelle. On ne peut pas s'asseoir et dire pour 3 personnes, on va limiter l'âge. Non, pour moi, c'est pas... Et Mais deuxième peut-être que chose, ça va deuxième au-delà chose de la que je dis, limite. S'il vous plaît, Guillaume Bateau. Deuxième chose que je veux dire, le référendum de 2000 ou comme celui de 2016 ont été des référendums qui ont été votés par le peuple. Aujourd'hui, la position est très claire. Le peuple a eu le choix d'adopter ou pas la Constitution. Le peuple, dans son immense majorité, a adopté la Constitution Le contexte en a changé. connaissance de cause. Le contexte était pire en 2000. On était en 2000 dans ce pays. Continuez C'était votre- pire. continuez En 2000, votre- on a changé le et le ou en 2 minutes, 2 jours avant les élections, on allait voter. Donc c'était pire en termes de contexte. Et je veux dire, donc le peuple a assumé Rapidement, clairement 10 ceux qui ont secondes. voté cela. Après, C'est des révisionnistes, revenir. Guillaume, s'il te Ouais, plaît. s'il vous Quand vous plaît. parlez d'un historien qui vous dit révisionniste, c'est une agression. S'il vous plaît, C'est Achu bon, Bonga, c'est continuez pas bien. votre C'est une juge. argumentation. Continuez. Juge. Non, non, révisionniste. Merci, s'il vous plaît. Messieurs sur ce plateau, s'il vous plaît. Les gens sont attaqués en justice par rapport à ça. D'accord. Donc, je vais terminer pour dire, revenons, la démocratie, elle a quand même des principes de base. Et je répète dans ces principes de base, pourquoi vous voulez écarter une partie de la population si elle a envie de servir son pays? Je prends un exemple, je le dis toujours, assez pour rapidement. terminer. Les préfets, les généraux, ils vont en général à la retraite à 65 ans. Ils ne peuvent pas faire de politique dans leur vie. Si après 65 ans, 66 ans, 67 ans, ils décident de venir en politique, ils gagnent les législatives, les municipales, le temps d'avoir 75 ans, ils ne peuvent plus être président, pourquoi? Comment Joe Biden fait pour bouger les États-Unis? C'est un choix. Alors, Achu Bonga, vous avez bien compris sur ce sujet. La dernière personne, docteur Bonga, vous n'avez pas la parole. La dernière personne à avoir la parole sur ce sujet, c'est M. Djokovic. Alors, Evelyne, moi, j'ai dit, tant que ces 3 personnes-là existent, Quoi, existe? Non, non. Dans le jeu politique, en fait. dans le jeu, existe dans le jeu politique, il ne naîtra pas une nouvelle classe Ça, c'est clair. jeune capable de nous Il diriger. vous reste 5 secondes. La tendance oligarchique des partis Maître, politiques. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Aujourd'hui, quand tu regardes au FPI, le problème avec AFI, c'est un problème de positionnement politique. Le problème avec Bion, c'est un problème de... Ça existe dans tous les partis politiques, mais le problème
c'est que ces trois-là ne veulent pas partir. Et tant qu'ils ne vont pas, on va connaître les mêmes crises qu'on a connues par le Ils passé. seront forcément désignés au sein des partis. Merci, cher monsieur. On vous a bien compris. On a compris vos positions sur ce sujet. On va maintenant changer de thème. On va aborder le dernier sujet de cette émission, notamment la question sanitaire en Côte d'Ivoire. Et pour introduire ce sujet et permettre à nos deux autres invités de nous laisser, nous vous proposons ce reportage de la rédaction d'ANCI sur la question d'Ebola. Il y avait un cas suspect qui avait été isolé. Nous avons eu les résultats. Ce cas suspect est négatif. Donc nous l'avons lui ont permis de rentrer chez lui aujourd'hui. Il y a eu un deuxième cas, une deuxième alerte au CHU de Cocody. Et après les investigations de l'INH puis la direction départementale de Cocody, il s'est avéré que cette personne ne répondait pas à la définition du cas. Nous sommes en alerte, en situation d'alerte, donc il est évident que nous aurons régulièrement, chaque jour, une suspicion, une ou deux suspicions. Et pour nous, ça montre que le système d'alerte marche bien. Il vaut mieux avoir plusieurs suspicions qu'aucun cas signalé dans cette situation de période épidémique. Le système tel qu'il est mis en place et géré donc, montre bien qu'il y a une résilience qui est en train de se construire progressivement. Et notre rôle, c'est vraiment de consolider ce système pour qu'il puisse faire face aux défis comme celui-là. Nous avons pu avoir 5 000 doses que nous sommes en train d'administrer et nous avons fait une demande supplémentaire de 16 000 doses. L'objectif étant de faire en sorte que, comme nous avons aujourd'hui une bonne connaissance des personnes qui sont arrivées, et également le voyage que j'ai fait avec mon collègue de l'intérieur et de la sécurité nous a permis de comprendre qu'au-delà de ce cas, il y avait un trafic de personnes qui se faisait au niveau de la frontière. Notre souhait, c'est de vacciner toutes ces communautés pour éviter que cette maladie se répande. Donc, vous pouvez compter sur nous, compter sur la vigilance des acteurs de la santé pour protéger les Ivoiriens. Nous nous réjouissons que la vaccination va commencer à l'intérieur du pays, ce qui est très bien. Et nous avons des staffs techniques mobilisés qui vont accompagner les vaccins. Ils sont déjà prêts pour aller au même titre qu'on avait pu donner un briefing ici à Abidjan. Ils vont continuer la même chose pour accompagner les vaccins à l'intérieur du pays et pouvoir orienter les acteurs qui vont administrer ces vaccins-là. Et pour aborder donc ce dernier sujet de ce soir, nous recevons sur le plateau deux experts en la matière. Il s'agit du professeur Beignet Bivro. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur de l'INHP. Merci d'être là. Et docteur Anissé Izran, également historien de la santé à l'université Alassane Ouattara. Merci d'être avec nous. Je vais commencer rapidement par le professeur Beignet en raison du temps qui nous reste sur ce plateau. Dites-nous comment se présente la situation d'Ebola en Côte d'Ivoire. Alors la situation à l'heure actuelle, c'est une situation que je traiterai de stable pour l'instant. Nous avons eu un cas depuis le 14 août 2021 et jusqu'à présent, c'est le seul cas que nous avons qui est confirmé au niveau du laboratoire. Les autres cas étaient des cas suspects, on appelle des 4 cas suspects, mais ces cas ont été analysés et ils sont revenus tous négatifs. On peut revenir sur la déclaration du représentant de l'OMS. On a annoncé des chiffres en semaine. Il y a eu beaucoup de chiffres. C'était parlé de 49 cas contacts, de 50 cas contacts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les cas contacts? Déjà, c'est quoi le cas contact? Justement, la question, c'est quoi un cas contact? Le cas contact, c'est la personne qui a vécu avec la personne qui est tombée malade, soit dans son environnement, ou bien qui a eu, dans le cadre des soins, à le toucher. Par exemple, la malade est passée au CHU de Cocody, donc il y a eu un personnel qui s'est occupé d'elle. Donc ceux-là, c'est des contacts. Je préfère dire plutôt sujet contact. Sujet contact, ok. Voilà. Et dans une clinique privée aussi, elle est passée là, il y a le personnel qui s'est occupé d'elle, donc ceux-là aussi, c'est des sujets contacts. Mais en plus des sujets contacts, il y a le contact des contacts. Dans le principe de la vaccination contre cette maladie. On va y revenir tout à l'heure. OK, d'accord. Docteur Anissé Izran, vous qui avez longtemps travaillé sur la question d'Ebola, notamment en Guinée, comment vous analysez la situation de la Côte d'Ivoire? Comment vous la percevez?
Merci. Je crois que le professeur l'a dit, la situation de la Côte d'Ivoire, elle est stable et on se réjouit en fait de la promptitude avec laquelle la situation a été traitée. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce qu'il faut craindre le pire, comme a été annoncé dans le sujet? Dites-nous. Je pense que, alors non, mais attention. Non, pourquoi? Parce que la situation est différente de ce qui s'est passé en Guinée en 2014-2013. Pour quelles raisons? La première raison, c'est que scientifiquement, il y a eu des avancées. Scientifiquement, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été développé, Ervebo, qui a été développé par MEX, qui permet, bien entendu, de vacciner les personnes contacts. Donc, sur ce point, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Deuxième, en Guinée, ce qui s'était passé, c'est que le cas index, donc le premier cas, est décédé le 28 décembre, mais l'épidémie a été remarquée à la mi-mars. Donc, il y a eu 3 mois où il y a eu une défaillance, en fait, du système de contrôle. Dans le cas ivoirien, le premier cas a tout de suite été repéré et pris en charge. En fait, donc, la situation ivoirienne n'est même pas inédite, parce que ça s'est passé en 2014, pendant l'épidémie de Ebola, ça s'est passé avec le Sénégal. Le Sénégal, le Mali ont eu un cas, ils l'ont traité promptement et ça s'est calmé. Bien entendu, il n'y a pas eu de réplique d'épidémie, il n'y a pas eu de contamination. Bien entendu, dans ce cas-là. Professeur Beignet, avant d'avancer à ma prochaine question, donnez-nous des nouvelles, avons-nous des nouvelles de la jeune Guinéenne, de ce premier cas. Comment se porte-t-elle? Je dirais qu'elle se porte bien. Mais, comme il a dit tout à l'heure, il faut être prudent. Elle se porte bien parce qu'elle a émergé de son coma, du coma, donc elle arrive à parler. Ça, il y a une évolution qui est favorable. Mais il faut rester prudent, il faut la surveiller surtout pendant les 21 jours. Merci, professeur Beignet. Alors, la question que je vais poser maintenant et qui s'adresse certainement à toutes les personnes qui sont sur ce plateau, notamment les journalistes, c'est comment Ebola a pu rentrer en Côte d'Ivoire alors que les frontières terrestres, officiellement, sont fermées. Quel est votre avis, Alafé Wakili? On nous a dit, le ministre a dit, il y a des pistes et aux frontières, il y a des voyageurs qui transitent dans les villages en se faisant peut-être passer pour des riverains. De façon illégale, alors? Oui, bon, de façon illégale. Ils traversent en se faisant passer pour des riverains. Mais il semble aussi qu'il y a aussi une grosse circulation qui se fait à base peut-être de marchandises, des dérogations ou autres. Il faut tracer ça. Mais en même temps, l'autre question qu'on se pose, c'est alors qu'il y a eu Ebola, comme il a dit, il y a eu des pics, il y a eu ça en Guinée pendant plusieurs années. Tout a été fait pour qu'on n'ait pas la maladie. Au moment où la Guinée est en train d'en être débarrassée, comment se fait-il que ça se constate ici? En Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est la question aux experts présents. Le professeur Beignet va certainement y répondre. Guillaume Bateau. Oui, la question est tout à fait indiquée. Mais rendez-vous à nos frontières. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a les frontières les moins matérialisées, en tout cas avec ses pays voisins. Quand vous allez au Ghana, vous avez quasiment, je n'ai pas fait toutes les postes frontières du Ghana avec la Côte d'Ivoire, mais quand vous allez avec les autres pays, Burkina, Mali, moi je suis proche de la Guinée, de dernière année, on n'est pas très loin de la Guinée, mais entre Guizereux et Ouagadougou, les gens vont au champ et viennent comme si de rien n'était. Donc la question de la matérialisation de nos frontières est une question centrale. Et ça, il faut vraiment qu'au-delà de la crise sanitaire d'Ebola et des autres crises, il faut que nos autorités s'en occupent. On en a parlé longuement. Nos frontières n'existent quasiment pas. Chacun peut aller et venir. En tout cas, dans la région d'où je suis originaire, à la sous-préfecture de Dalleux, qui fait frontière avec la Guinée, vers Sipilou, les gens vont au champ en Guinée, ils viennent à la maison le soir, tranquillement. Et c'est de temps en temps que la brigade de Danané se rappelle qu'il y a des activités à mener. Ils viennent parfois par des routes non praticables. Bon, c'est logique, c'est compréhensible. Cette jeune Guinéenne, elle peut être une de mes cousines qui est venue à Abidjan, tranquillement. Merci, Guillaume Bateau. As-tu, Banga? J'aimerais insister quand même. C'est vrai, il y a le défi énorme des frontières, mais sur ces dernières années, notamment sur ces 2-3 dernières années, on a multiplié les postes frontières. Justement, tu parlais de Sipilou. Aujourd'hui, il y a un poste frontière à Sipilou. Ah oui. Voilà. Donc, que ce soit au Guinée ou dans le nord de la Côte d'Ivoire, un projet entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'OIM, financé par l'Union européenne, nous a permis de renforcer
la présence des postes aux différentes frontières. Je pense qu'on a 7 ou 8 postes maintenant et ça va monter en puissance. Mais derrière, il y a le côté social de nos vies. Vous savez, nos peuples se retrouvent de part et d'autre. Comme il a dit, c'est peut-être sa cousine. En plus, les voies sont surveillées toute sa frontière. C'est énorme. Les gens des pistes pour contourner les tours. Mais, deuxième chose à dire, c'est que depuis l'incident, la reprise en Guinée, on faisait des campagnes de sensibilisation. Moi-même, j'étais sur le terrain au mois de février-mars de cette année pour rappeler, justement à Danaï, on était ensemble, Guillaume, pour rappeler avec le préfet, le commandant de brigade, le commandant de compagnie, pour travailler avec les populations. Après, cela n'empêche pas, malgré tout ce qu'on peut mettre comme mesure d'avoir, mais des mesures sont prises. Oui, Victor Diokoye. Oui, bon, le problème, tout le monde l'a dit, c'est le problème de la perméabilité de nos frontières. Bon, c'est le fait de l'État qui... Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que, Arthur l'a dit... C'est difficile pour qui? Pour l'État? Pour l'État. Parce que à une frontière, on retrouve une famille d'un côté et de l'autre de la frontière. Et c'est difficile de contrôler les gens. Êtes-vous en train de dire que la gestion des frontières échappe à l'État? Non, pas qu'elle échappe, elle est difficile. Elle est difficile, pas qu'elle échappe, mais elle est difficile. Elle est vraiment difficile. Moi, j'ai fait un peu de Ghana. Quelqu'un quitte Niamblé, il va au champ au Ghana. Et quitte au Ghana, il vient au champ à Niamblé. C'est difficile. Merci. Professeur Beignet, je reviens à vous, notamment pour comprendre la question de la vaccination contre Ebola. Cette vaccination concerne qui, premièrement, ou en priorité? Dans la vaccination contre Ebola, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas une campagne de masse. D'accord. C'est un vaccin qui est adressé à des gens qui sont exposés à la maladie. Notamment. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, je parlais tout à l'heure des contacts, des cas contacts, et des contacts. C'est ceux-là qui sont exposés. Donc, c'est ceux-là qui sont ciblés. Et en l'occurrence, au cours de cette vaccination, nous avons vacciné les personnes qui étaient directement en contact avec la jeune dame, c'est-à-dire son époux et les personnes qui étaient avec elle à l'hôpital et des personnes avec qui elle a voyagé. Est-ce que toutes les personnes ont été retrouvées? Est-ce que les sujets, en fait, les personnes qui ont été en contact avec les contacts aussi, également ont été retrouvées? Nous n'avons pas retrouvé toutes les personnes, mais en tout cas, ceux qui étaient à haut risque, Dieu merci, nous les avons retrouvés, en dehors d'un qui est parti en Guinée, qui est reparti en Guinée, lui, parce que c'est un passeur. En fait, le ministre de... Un passeur. Oui, en fait, le ministre de la Sécurité l'a dit. Il a été identifié. Voilà. Il a été identifié, mais en Guinée. Pour la Guinée, au moins. Voilà. Il doit prendre des dispositions. Et il est mis en quarantaine là-bas en Guinée, voilà, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, dans ce jeu-là, c'est important de prendre... Le plus important, c'est de pouvoir identifier ces personnes-là, de pouvoir les isoler et de les vacciner. En le faisant, on a beaucoup de chances d'interrompre la chaîne de transmission. D'accord. Dans cette chaîne de transmission, justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui ne sont pas concernées forcément par la vaccination, mais comment donc peut-on... Mais à toute la population. Faire, s'il vous plaît, et que doit-on faire pour éviter Ebola? Avant la population, je voulais déjà m'adresser à ces personnes que nous ne retrouvons pas. J'ai l'impression que ces personnes ont peur de se signaler. Pourtant, c'est important qu'elles se signalent parce que c'est lorsque nous allons les identifier clairement que nous pourrons les prendre en charge et c'est dans leur intérêt. Donc je leur demande... Dans l'intérêt de la population. Voilà, et de la population, bien sûr. Je leur demande en tout cas de se signaler le plus rapidement possible parce que plus vite on les prendra en charge et mieux ce sera. Donc elles peuvent appeler au 143 ou bien au niveau de leur communauté, elles peuvent se signaler soit dans les communautés religieuses ou dans les communautés syndicales pour qu'on puisse les prendre en charge. Un dispositif a-t-il été mis en place pour cette prise en charge-là? Oui, il y a un dispositif qui est mis en place. Nous avons ceux qui sont isolés dans un endroit et on leur donne à manger, on prend leur température 2 fois par jour, le matin et le soir. Et je peux vous dire que tous ceux qu'on a isolés pour l'instant, aucun n'a présenté des signes évocateurs de la maladie à virus Ebola. D'accord. Donc ça, c'est déjà rassurant. OK. Avant de donner la parole à Tubanga qui a quelque chose à dire, revenez à ma question sur comment fait-on pour... éviter Ebola, question qui concerne l'ensemble de la population. Il faut dire que nous avons on a eu les acquis de la préparation à la maladie à virus Ebola en 2014. Ça, c'est important.
Et on a eu aussi, avec la Covid-19, toutes les dispositions qui sont prises, notamment les mesures barrières. C'est un élément important. Il faut qu'on continue d'observer les mesures barrières. Qui sont? Les mesures barrières, c'est laver les mains vraiment le plus régulièrement possible. C'est valable pour Ebola, c'est valable pour la Covid-19. La distanciation aussi est importante pour Ebola. Éviter de se toucher parce que Ebola, c'est une maladie de contact. Donc, c'est une maladie contagieuse. Donc, c'est lorsque vous touchez la personne, ou bien vous touchez le fluide de la personne, c'est-à-dire la personne a transpiré, ou bien vous avez touché son pipi, ses urines, ses selles et autres, vous vous contaminez. Donc, il faut éviter il faut respecter ces mesures-là. Et je pense que c'est une maladie qui est on peut la prévenir facilement. Elle est plus facile à prévenir d'ailleurs que la Covid-19. On reviendra justement sur la Covid-19. Arthur Bonga? Non, c'est surtout sur la fin de l'intervention du professeur que je vais dire. On a peut-être une maladie qui, dans son évolution, est plus gérable que la Covid par sa transmission. Je pense que là, les gestes barrières auront sans doute beaucoup plus d'importance. Et revenir aussi sur les progrès scientifiques, comme le Dr Zan le disait tout à l'heure, notamment avec la vaccination, peut-être qu'ils pourront revenir là-dessus, comme c'est des spécialistes, avec la vaccination, insister sur la différence de vaccination. Ebola, pour l'instant, comme le prof l'a dit, on est sur une vaccination ciblée, mais avec le coronavirus, on a une vaccination de masse, et donc profiter de l'occasion pour inviter les gens vraiment à se faire vacciner dans ce cadre. D'accord. Alafé, vous voulez réagir? Oui. D'accord, Alafé. Au niveau des mesures, à l'époque, il y avait eu l'interdiction de la viande de brousse, là. Ce n'est pas encore l'interdiction, la consommation, la chasse de la viande de brousse. Aujourd'hui, nous en sommes, et Dr Dran va le confirmer tout à l'heure, nous en sommes à un stade où la transmission n'est plus véritablement de l'animal à l'homme. La maladie est arrivée chez l'homme. La transmission maintenant, c'est d'homme à homme. C'est une transmission interhumaine. Donc on n'insiste plus trop sur la notion de ne pas manger du gibier. On peut manger ou pas? On peut manger ou pas? On peut manger, mais vraiment, ce n'est pas ça le plus important. Okay. La maladie est désormais sur l'homme. Aujourd'hui, on peut consommer la viande de brousse. Mais ce n'est pas encouragé, bien sûr, parce que quand vous allez toucher un animal qui est mort d'Ebola, évidemment, vous vous contaminez. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire. Ces dispositions sont toujours en vigueur, mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Monsieur Zan. Merci, madame. Alors, ce que je souhaite rajouter, c'est qu'en plus de la définition, il faut bien comprendre, très souvent, on attend, j'ai suivi au début de l'élément, vous avez dit cas suspect, cas contact, on dit il y a 49 cas. Enfin, il y a une petite confusion parce que, bien entendu, je pense que les services de communication du ministère font un bon boulot. Et la notion de cas contact ou de cas suspect, ça, c'est pour les praticiens, si vous voulez, c'est pour les médecins, c'est pour la communauté, pour la population, on parle en général de cas alerte. Donc, on dira, par exemple, à la population, si vous avez dans votre entourage ou bien vous-même, vous avez une fièvre, je veux dire anormale, vous prenez des médicaments ordinaires de fièvre, ça ne passe pas, vous avez des maux de tête, vous urinez, il y a du sang dedans, ou bien vous faites des selles, il y a du sang, vous appelez au 183, au 143, on va vous prendre en charge parce que c'est un cas qui alerte. Ça nous alerte et ça peut faire soupçonner un cas d'Ebola. Donc, on va vous prendre en charge. Le cas contact, comme l'a bien défini le professeur, ce sont les personnes qui ont été en contact et les personnes qui ont été en contact avec le contact. Donc, on essaie de ratisser large pour être sûr que personne n'est sorti. Pour la chaîne de transmission. Bien entendu. Et donc, ce sont les épidémiologistes, bien entendu, qui savent comment développer les schémas pour retrouver Y. Et ensuite, quand ils les reçoivent à l'hôpital, ils essaient de faire le tri pour savoir qui peut être suspect ou pas. Donc, les populations ont intérêt, bien entendu, à signaler si vous avez été contact. Au Sénégal, ça s'est passé. Des gens sont allés dire j'ai été cas contact alors qu'elles n'étaient même pas cas contact. Elles sont allées dire j'ai été cas contact. Les gens ont fait les examens. Bon, il n'y a rien, tu retournes parce que ce n'est pas tout de suite qu'on vous prend et on vous met en isolement. Non, si vous êtes cas contact, on vous reçoit, il y a un entretien, il y a un questionnaire, on vous pose des questions. Okay. À quel moment ou qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc il n'y a pas à fuir. On note bien qu'il ne faut pas avoir peur de se signaler ou de signaler un cas. La dernière question que je vais poser sur cette situation sanitaire, c'est notamment au niveau de la situation de Covid-19. On assiste à une résurgence des cas. On a eu 209 nouveaux cas hier. Qu'est-ce qui explique cette situation, professeur Beignet? Peut-on parler d'un relâchement dans le respect des mesures barrières ou d'un relâchement même dans la sensibilisation? Ce sera la dernière question et on va faire le tour de table sur ce sujet. Vous avez répondu à la question. Il y a eu un relâchement pratiquement total. Vous sortez à quel niveau, le relâchement? Au niveau des populations,
les populations ne respectent pratiquement plus le port de masque. Et même le dispositif de lavage des mains, les gens ils le fréquentent très rarement. Mais il y a surtout le fait qu'il y a eu cette vague au cours des vacances. On est en vacances et il y a eu toutes ces manifestations de rassemblement de personnes, ces fêtes, ces baptêmes, ces mariages. Donc, c'est des occasions, surtout en milieu clos, c'est des occasions qui sont favorables à la propagation de la maladie. Je ne pourrais malheureusement pas faire le tour de table comme je l'avais annoncé. Je vais rester avec vous, professeur Beignet et Dr Zran. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à cette population qui vous regarde? Vous avez parlé du relâchement. Nous, on a tendu notre micro à certains. On a fait un micro-trottoir sur la question. Certains ont dit on a faim, on a respecté les règles barrières, on est fatigué, on a d'autres préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à tous ceux qui nous regardent? Alors, ce que je peux leur dire, il y a des personnes qui sont convaincues que Ebola, c'est fini. Alors que là, on a la preuve que c'est pas... Pardon, Covid-19. Ouais. Alors que là, on a la preuve que ce n'est pas fini. Et c'est une maladie qui évolue par vague. Et plus on va serrer, plus on va respecter les mesures, je pense que plus, mieux on luttera. Et on constate qu'avec le respect des mesures, l'intensité de la vague peut diminuer. On espère que cette fois-ci, ça va diminuer par rapport à la deuxième vague. Parce que nous en sommes en plein dans la troisième vague. Et un mot rapidement sur les vaccins. Alors le vaccin, il est efficace. Certains ont peur de se vacciner. Le vaccin, il est efficace, il est bon. Donc vraiment, j'encourage toute la population à se faire vacciner. En tout cas, ceux qui ont l'âge de se faire vacciner. Parce que le vaccin, non seulement il vous permet de réduire le nombre de décès, mais il permet également de réduire le nombre de formes graves. Figurez-vous que pratiquement 100% des décès que nous avons eus, c'est des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Okay. Et 99% des personnes qui présentent des formes graves ou qui présentent une forme, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc il faut qu'on se fasse vacciner. Et je pense que c'est important, c'est vraiment la porte de sortie de cette crise-là. Docteur Zran, vous qui travaillez sur les questions sanitaires, j'aimerais juste préciser pour nos téléspectateurs que le gouvernement américain a offert plus d'1 million de vaccins à la Côte d'Ivoire. Allez-y, docteur Zran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dangereux avec les épidémies, avec ce genre d'épidémie, c'est qu'on passe par 3 phases. Il y a d'abord la première phase de l'indifférence, si vous voulez. Il y a une nouvelle maladie, elle ne concerne pas tant la Côte d'Ivoire, les Africains. Il y a une seconde phase de peur, panique, où tout le monde essaie d'être prudent et on se rend bien compte qu'à cause en fait, des mesures qu'on multiplie, des mesures barrières qu'on multiplie, il n'y a pas de flambée épidémique. Et plus tard, on se dit, bien tiens, on résiste bien là. Donc cette épidémie-là, on l'a survendue et donc il y a un relâchement. Et c'est dans ce silence-là que les épidémies font les plus grandes victimes. C'est exactement passé comme ça avec le sida. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, on est à 30 millions de morts avec le sida, plus de 30 millions de morts avec le sida, on n'en revient pas. Mais bien entendu, parce que dans les années 85 jusqu'à 90, il y avait un tapage médiatique autour du sida. Donc, les gens... Mais quand on a dit, bon, de toute façon, le monde n'a pas disparu, enfin, la population humaine n'a pas disparu de la surface de la Terre et on a relâché un peu, le sida s'est installé tranquillement. Et donc, c'est ce qu'il y a à craindre. C'est ce qu'il y a à craindre et c'est pourquoi il faut se faire vacciner. Bien entendu, il y a des craintes, mais il faut se faire vacciner. Se faire vacciner et respecter les mesures barrières. Merci, chers invités. Merci d'être venus sur ce plateau. Il y a un numéro à retenir ce soir, c'est le 143. Si vous avez été... Ou le 101 aussi. Le 143 ou le 101, si vous avez été cas contact ou sujet alerte, vous pouvez en tout cas appeler pour vous signaler ou signaler une personne que vous avez vue dans ce cas. Merci d'avoir suivi cette... Guillaume Bateau vient d'être signalé sur cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous le mardi dans le cadre du JT. D'ici là, prenez soin de vous. D'accord.